Détricotage de l'objectif zéro artificialisation nette des sols par les sénateurs, adoption de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, loi du plomb, bref, nombreuses sont les décisions politiques récemment adoptées à différents échelons ayant suscité d'âpres débats quant à leur incidence sur la biodiversité et sur l'environnement. Alors, pourquoi les décisions politiques s'opposent-elles trop souvent aux études scientifiques? Pourquoi les responsables publics déconsidèrent-ils la biodiversité ou à minima ne perçoivent-ils pas ses bienfaits, son intrication dans nos vies, ses ressources fécondes? Un invité ce soir pour nous éclairer, Marc-André Sellos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mycologue, botaniste, professeur au Muséum d'histoire naturelle et vous êtes l'auteur de cet ouvrage passionnant, court et vif intitulé « De la biodiversité comme un humanisme » qui apparaît aux éditions du Seuil dans la collection Libelle le 6 février dernier. Merci d'être ce soir à Question du Soir. Sur la question de la loi du plomb, oui. Les sujets sur lesquels il m'arrive de prendre position, notamment la question des pesticides, ce sont des sujets sur lesquels il y a un consensus scientifique sur la nocivité de ces produits, sur le fait que nos oiseaux des plaines agricoles ont décliné de 30% ces 30 dernières années, sur l'explosion d'un certain nombre de cancers qui sont clairement liés aux pesticides, des maladies neurodégénératives comme Parkinson, pour lesquelles le lien a été prouvé avec les pesticides, des agriculteurs qui sont malades aujourd'hui à cause des produits qu'ils ont utilisés. Face à ce négationnisme scientifique, moi j'ai aucun problème à défendre les faits et à défendre la position des scientifiques et des personnes qui sont sur le terrain. Parce que je pense que la santé publique mérite, oui, qu'on s'y engage. Le journaliste Hugo Clément qui défendait son opposition à la loi du plomb en réponse à la députée Renaissance Sandra Marceau dans le cadre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Marc-André Sellos, une nouvelle proposition de loi a été déposée le 30 janvier dernier par le sénateur Laurent Duplomb concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Est-ce que là aussi la philosophie de cette loi a changé? Est-ce que cette opposition entre politique et science vous semble tout aussi pertinente pour lire ce texte? Alors, on peut répondre de deux façons. La première, c'est sur factuellement la loi Duplomb, les données sur la toxicité, notamment de l'acétamipride, que le sénateur Duplomb entend défendre malgré tout, et malgré l'arrêt du Conseil constitutionnel, l'acétamipride est très clairement neurotoxique, il franchit la barrière fœtale, et d'autre part, il est écotoxique puisqu'il tue aussi les pollinisateurs, et aujourd'hui, de 30 à 60% des écosystèmes agricoles sont limités par la pollinisation. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter tous les pesticides et tous les engrais que vous voulez, de toute façon, c'est la quantité de pollinisateurs qui détermine la quantité de fruits. Bon, donc il n'y a pas photo là-dessus, mais il n'est pas isolé là-dedans. On a un projet de loi là, qui va arriver en Conseil des ministres le 8 avril et qui veut être voté pour mi-juillet, qui est la fameuse loi d'urgence agricole, dans lequel je découvre, parce que ça fuite un petit peu, les syndicats ont été consultés, pas les techniciens, pas les scientifiques. Alors qu'est-ce que vous y avez trouvé? J'ai trouvé plein de choses, des trucs un peu réjouissants, comme le fait qu'on aura des dérogations au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, que quand un juge aura invalidé l'usage d'une source d'eau, il y aura un moratoire de 2 ans pour l'application de la décision de justice. Des tas de trucs réjouissants. De nouveau, l'élevage facilité. Alors, de nouveau, parce que la loi du plomb 1 facilitait déjà l'élevage, n'est-ce pas? Alors, l'élevage intensif, l'installation de l'élevage intensif, l'élevage en lui-même, s'il est extensif, c'est très bien pour la biodiversité. S'il est intensif, ça fait notamment des pollutions des eaux qui détruisent la biodiversité aquatique et donc détruisent derrière la capacité à nourrir des huîtres sur le littoral ou des moules ou à construire des eaux saines et des rivages plaisants, donc détruisent le tourisme. Vous voyez, cette petite musique, ça détruit la biodiversité et ça détruit l'activité humaine et ça détruit les vies humaines à la fin. Et là, Hugo Clément, je le rejoins sur le fait que moi aussi, je me bats pour la santé des gens. Je m'en fous de la biodiversité. Et je vais vous dire un truc. Vous en foutez de la biodiversité? Mais complètement. Et moi, j'ai envie d'étudier des champignons. C'est ça ma vie. Mais je vois à un moment qu'à cause de la perte de biodiversité, l'humain est en péril. La santé humaine, la longévité humaine, la qualité de vie ou même la capacité à produire. Le MI5, le MI5 et le MI6 ont fait un rapport les services secrets britanniques 30 janvier dernier pour dire que le péril majeur, c'était la destruction de la biodiversité qui risquait de remettre en cause les sources du fonctionnement de nos sociétés. C'est des agents secrets, si je peux me permettre de les appeler comme ça, qui font ça. À un moment, là, il faut réaliser que c'est l'humain, et c'est ce qui est dans ce petit fascicule. On va venir au petit fascicule, je suis juste embêté quand même, troublé plutôt parce que vous venez de dire je m'en fous de la biodiversité. Est-ce que, au fond, la seule valeur de la biodiversité, c'est son lien avec l'humain, avec l'humanité? La biodiversité n'a aucune valeur en soi?
Alors, j'ai une opinion là-dessus, mais c'est pas cette opinion que je voudrais défendre. Je sais, mais je voudrais qu'on fasse en deux temps. Moi, je trouve qu'elle en a, et je lui trouve une valeur esthétique. Moi, si je me suis passionné de mycologie, c'est parce que je trouve ça profondément beau. Mais cet argument-là, la valeur intrinsèque, n'a jamais rien fait. Et aujourd'hui, la dérive commence de la biodiversité à un point tel qu'elle commence à nous abîmer, nous. Et aujourd'hui, la question, c'est si on a une forme d'humanisme, si on croit en l'humain et si la valeur humaine est importante, là, il faut commencer à s'en occuper. Un des exemples que je donne dans le livre, c'est notre microbiote, où l'érosion de la biodiversité commence à être l'une des causes des grandes maladies modernes. Je vous promets, Marc-André Sellos, qu'on va en venir justement à cet ouvrage et au lien que vous établissez passionnant entre biodiversité et humanité. Je reste un instant là aussi sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire la valeur intrinsèque de la biodiversité, c'est notamment sa dimension esthétique. Là aussi, je m'inscris en faux, je suis troublé, je suis étonné. Il y a des parts entières de la biodiversité qui ne sont pas esthétiques, qui sont belles, mais qui méritent d'exister en elles-mêmes parce qu'elles portent une forme et des formes de vie. Oh, vous savez, la stratégie d'un parasite, je pense à un cordyceps qui va manipuler le cerveau d'un insecte et le faire dans un dernier effort, monter en haut d'une plante, se suspendre par les mandibules, de façon à ce que, en mourant, il ait porté en hauteur le champignon et que les spores de ce champignon pleuvent ensuite dans l'écosystème, c'est horrible. Mais enfin, ça a une certaine beauté mécanistique. Résumons les choses. J'ai dit beau. Je pense qu'il y a une valeur morale aussi, il y a une sorte de patrimoine, parce que c'est le résultat de millions d'années d'évolution et ça ne peut pas se refaire en un coup. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est important de Mais commencer ce par n'est cela. pas opérationnel dans nos sociétés. On va y venir à l'opérationnel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je voudrais rappeler que c'est aussi un outil. Ça paraît peut-être étrange, mais c'est un geste désespéré pour rappeler que si moi j'écris ce livre, c'est avant tout parce que j'ai un fils. C'est pas tellement pour la biodiversité elle-même, parce que la biodiversité, elle en a pris des coups. À la fin du Permien, par exemple, 95% des espèces terrestres disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Comme la biodiversité est le produit de l'évolution et que l'évolution crée toujours de la diversité, regardez vos enfants, ils sont différents de vous. Hein. Eh bien, ça rebondit. La biodiversité est inextinguible en elle-même. Elle ne craint rien de l'homme. À part si vous émiettez la Terre en petites miettes Elle ne astéroïdiques. disparaîtra jamais. Elle est inextinguible, il ne nous appartient pas de l'éteindre. Tant qu'il restera quelques espèces, quelque chose continuera. Mais y aura-t-il de la place pour l'homme? Y aura-t-il de quoi le nourrir? Regardez, je suis venu avec une cravate en soie, une chemise en coton, blanche, une veste, c'est de la laine de mouton, et une ceinture en bœuf. On est cousu de biodiversité. Et ça nous constitue tellement, et c'est tellement quotidien, qu'on finit par oublier à quel point nous sommes fleurs de biodiversité. J'en viens donc à l'ouvrage que vous signez, Marc-André Sellos, de la biodiversité comme un humanisme. Si je tente de résumer d'une phrase votre thèse, c'est peut-être que plus qu'une crise de la biodiversité à laquelle nous avons affaire, c'est d'abord et avant tout une crise de l'humanité. Alors expliquez-nous. En fait, c'est un peu un effet de cette dissociation nature-société que décrit, au sens de décrier et de décrire Descola, par exemple, Philippe Descola. Que nous avons un peu exporté la crise dans le compartiment biodiversité. Or, si une crise est quelque chose qui peut enrayer un processus, il n'y a pas de crise ici, puisque je vous l'ai dit, la biodiversité est un processus, et le résultat d'un processus d'évolution qui, en permanence, restaure la biodiversité. En revanche, c'est vrai que pour nos sociétés, il y a des choses qui ne marchent plus. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est tout simplement celui de ces chauves-souris qui disparaissent aux États-Unis, parce qu'elles ont une maladie venue d'Europe. Alors il y a des comtés avec chauves-souris, des comtés sans chauves-souris. Dans les comtés sans chauves-souris, l'utilisation des insecticides par les agriculteurs a augmenté de 31%. Parce qu'en fait, les chauves-souris, ça mange des insectes. Donc il y a plus d'insectes, il faut mettre plus d'insecticides. C'est plus cher. Donc vous faites la même chose, mais c'est plus cher. Vous êtes obligé de mettre une béquille. Mais il y a pire. Dans ces comtés-là, la mortalité infantile a augmenté de 8%. Et cette surmortalité, c'est des cancers et des malformations des enfants. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on commence à réaliser ce qu'est la biodiversité parce qu'elle s'efface. Et un autre endroit où effectivement elle s'efface, c'est notre microbiote, ces écosystèmes microbiens qui nous construisent, vous et moi. Quoique bien lavés, nous abritons entre 5 et 10 000 espèces de bactéries et de champignons nichés dans les creux de notre peau, les creux du nez, le tube digestif. 10 000. Et 5 à 10 000, c'est un ordre de grandeur. Et certains sont plus abondants que d'autres, certains sont de passage, d'autres sont vraiment... Et beaucoup entretiennent le bâtiment où ils vivent.
Et beaucoup, en fait, contribuent à des fonctions comme la digestion, le fonctionnement correct du système immunitaire pour pas qu'il s'emballe. Et quelque part, quand le système immunitaire s'emballe dans une maladie auto-immune, une des causes, souvent, c'est une réduction de diversité du microbiote. Quand vous avez des maladies comme l'obésité ou le diabète, une des causes, c'est le microbiote. Parce que, évidemment, il y a aussi des causes génétiques et la façon de vivre. Mais à un moment, comme ces microbes contribuent à nos fonctions, quand vous les retirez, c'est un peu comme un Mikado. Vous pouvez en retirer quelques-uns et la fonction est encore remplie. Le Mikado se tient. Mais à un moment, tout s'écroule. Et on joue au Mikado avec la biodiversité. Et on commence à entrer dans la zone où ça coûte cher en compensation. Les maladies que je vous décrivais, il faut les soigner. Et ça coûte cher en maintien d'outils de production, les 31% de pesticides en plus, indépendamment du fait qu'ils tuent des enfants, ces 31%, ils coûtent plus cher, c'est 31% de plus d'intrants. Autres éléments au pluriel que j'ai trouvé passionnants dans cet ouvrage, c'est que vous isolez et vous identifiez les 5 grandes causes d'extinction de la biodiversité et surtout vous les pondérez. C'est-à-dire que vous nous expliquez très concrètement quelle est la variable qui a le plus de poids dans cette extinction progressive de la biodiversité. Je les liste: la conversion des milieux, les prélèvements excessifs, la pollution chimique, le changement climatique, les espèces envahissantes. Comment justement on isole ces 5 variables et surtout comment est-ce qu'on les pondère? C'est-à-dire comment est-ce qu'on les hiérarchise? Alors c'est l'occasion de rappeler que je ne suis rien, qu'un petit élément d'une grande communauté scientifique qui travaille. Et là, j'y suis pour rien. Hein. Vous m'attribuez des choses qui ne sont pas à moi, même si je les vends. Vous les vendez, mais surtout vous les rappelez, vous les écrivez, vous les rendez accessibles. Oui, mais évidemment, c'est le fruit de la communauté scientifique et c'est le fruit on lui des rend travaux hommage. de l'IPBES. La plateforme intergouvernementale qui étudie la biodiversité et les services écosystémiques, c'est-à-dire ce que fait cette biodiversité, et qui d'ailleurs publie le 9 février dernier un rapport sur le fait que, en fait, ça, c'est derrière, il y a l'activité économique. 70% des entreprises dépendent de la biodiversité et 50% du PIB mondial repose directement sur la biodiversité. Alors, l'IPBES, qu'on appelle souvent le GIEC de la biodiversité. Alors qu'on ne dit pas du GIEC que c'est l'IPBES du climat. Hein, on a moins compris le problème biodiversité que le problème climatique. Une hiérarchie entre climat et biodiversité. Alors que ces deux problèmes qui sont des murs aussi effrayants l'un que l'autre, mais aussi des outils aussi puissants l'un que l'autre pour nos sociétés. Alors, c'est l'IPBES qui a identifié le fait qu'effectivement, dans les causes d'extinction, souvent il y en a plusieurs qui agissent en même temps, mais si on donne des poids, 30% c'est la conversion des milieux. Par exemple, depuis le 18e, on a perdu 87% des zones humides. Les animaux qui vivent là et les champignons qui vivent là, certains sont éteints parce qu'ils n'ont tout simplement plus de milieu de vie. Donc la conversion d'un milieu, c'est un milieu qui évolue, qui se transforme et qui dépérit parfois. Sous l'effet de l'homme. Une zone humide rebouchée, une forêt que l'on coupe. La forêt tropicale, par exemple, disparaît sous nos yeux, et donc les espèces qui habitent là disparaissent. 25%, c'est la surexploitation, mais c'est pas nouveau ça, c'est comme ça qu'on a supprimé les mammouths et les rhinocéros laineux. Bien sûr, la glaciation s'est terminée, mais c'est pas la première fois qu'une glaciation se terminait. On les a tous boulottés. C'est la surexploitation. Maintenant, c'est plutôt les ressources marines, puisque plus d'un tiers des stocks de poissons marins sont en surpêche. Puis après, il y a effectivement 14% pour les pollutions, plastique, pesticides. Les pesticides, c'est bien la moindre des choses qui tuent des choses, puisque c'est leur boulot. 14% sur le changement climatique et 11% sur l'effet des espèces envahissantes qui se substituent aux espèces locales sans nourrir celles que nourrissaient les espèces locales. Je m'arrête là-dessus parce que pour le profane que je suis, c'est un chiffre surprenant, 14%, je mets des guillemets, seulement pour le changement climatique. C'est-à-dire que ça commence. Mais clairement, et ça et la pollution générale, ce sont les choses qui sont vraiment en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'en termes de dynamique, on peut légitimement se dire qu'elles vont bientôt occuper une place plus importante encore. Mais c'est vrai que, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent. Ce qui est intéressant, c'est de voir les 5 causes et de se rappeler qu'au fond, la biodiversité, elle est mère de l'évolution. Dans l'évolution, il y a chaque fois que les organismes se reproduisent entre les mutations et les lois de l'hérédité, ils font des descendants un peu différents. Il y a un générateur de diversité. Et puis il y a quelque chose qui rogne la diversité. C'est la sélection naturelle. Et quand vous rajoutez des causes de sélection, un produit chimique, un changement de température, moins de place pour vivre, eh bien vous sélectionnez davantage. Et en fait, la balance entre le générateur de diversité et la sélection naturelle qui en rogne, cette balance commence à aller vers l'extinction. Dans l'histoire du vivant, il y a eu plein d'extinctions. Elles ont été suivies de moments où, au contraire,
il y avait plus de place, donc il y avait plus d'espèces qui avaient de succès que d'espèces qui disparaissaient. C'est les périodes de radiation évolutive. Et je vais vous dire un truc, si on arrête demain, dans 30 millions d'années, la fête est repartie comme avant. Sauf que si au passage vous avez perdu quelque chose, à notre échelle, à l'échelle de nos générations, c'est pour l'éternité de l'humanité. Car l'éternité de l'humanité, c'est une poussière dans la temporalité de l'évolution de la biosphère. Et cette poussière, c'est l'espoir d'avoir des enfants qui vivent heureux. L'autre force de ce livre que vous vendez, donc Marc-André Sellos, je vous embête. Oui, même s'il n'est pas de moi, de ce livre. Je veux dire, si les idées qui sont dedans sont celles d'une communauté. C'est le lien que vous établissez entre la façon dont on abîme cette biodiversité et l'impact que cette détérioration a sur l'humanité, mais plus généralement sur la vie humaine en tant que telle, dans toutes ses dimensions sanitaires, écologiques, économiques, sociales. Mais oui, mais ça c'est parce que on revient là-dessus. La nature et la société ne sont pas séparées. L'homme n'est pas séparé de la nature. Il y a entre l'humain et ses constructions comme la société et la nature la même relation qu'entre la face et la face pile d'une pièce. C'est intrinsèquement soudé. Ce sont deux façons de décrire des aspects différents de la même chose. Alors, non seulement, effectivement, on s'aperçoit sur les pesticides qu'en fait, on est très naturel et que finalement, un certain nombre de pesticides ne sont pas simplement mauvais pour les objets, les organismes que l'on veut bousiller, mais aussi pour nous. Et ça nous remet dans la biodiversité. Nous sommes un morceau de la biodiversité. Mais en plus, on s'aperçoit qu'effectivement, quand des causes éliminent des espèces, c'est nous qui en souffrons. Mais en creux, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est l'esprit de ce livre qui veut sortir de ce rôle de Cassandre qu'on en donne et que certains questionnements donnent d'ailleurs à la science, à un rôle prometteur, sinon prométhéen, du moins la promesse d'un avenir lumineux. C'est qu'en fait, il y a des outils pour soulever le monde. Et moi, j'en veux à la loi du plomb pour la raison suivante, et à toutes les manigances du gouvernement pour faire passer des trucs bizarres. Pour la raison suivante, c'est que maintenant, quand on me tend le micro, c'est pour critiquer, pour discuter des choses qui sont non scientifiques. Et voilà mon temps de parole, utilisé à commenter des conneries. Et ce temps de parole, je ne l'ai plus après pour raconter le positif. Parce qu'on fait ici depuis 19h03. Hein. Ah non, mais... Et je vous en sais gré. Mais ce que je veux dire, c'est que le risque, c'est qu'attendre le micro scientifique pour commenter un agenda qui n'est pas scientifique, on perd complètement la capacité à les interroger sur les choses positives et sur les... Voilà, la science est une vigie. La vigie désigne des écueils, et c'est important qu'on parle ensemble des écueils, mais elle désigne aussi les passes et les terres qui apparaissent à l'horizon. Alors je vous coupe, Marc-André Sellos, pour aller justement tout droit vers cette dimension scientifique lumineuse que vous souhaitez porter. Je voudrais vous faire entendre une voix, la voix de Claude Bourguignon. C'est un ingénieur agronome qui alertait en 2005 sur la dégradation des sols. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau. Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que s'il se casse la figure, alors, parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1,50 m. Maintenant ils font 60 cm parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin fait disparaître toute la flore parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Un extrait du film Alerte à Babylone de Jean Druon. Face à ce monde strange, Marc-André Sellos, dessinons justement avec vous un chemin lumineux. Vous nous apprenez dans ce livre, avec d'autres et grâce à la communauté scientifique, que la biodiversité peut être une alternative aux pesticides. Absolument. C'est d'ailleurs une grande partie de ce qu'on appelle l'agroécologie. Et dans l'agroécologie, on utilise le vivant comme un outil. Alors, soyons très clairs, on ne se passera jamais complètement des pesticides. Simplement, on veut en mettre moins. On ne s'en passera jamais, jamais, jamais. Même l'agriculture bio utilise certains pesticides. Simplement, elle a fait la liste de ceux qu'elle acceptait d'utiliser et elle a écarté les plus toxiques. Et surtout, elle les utilise avec d'autres
recettes qui diminuent les risques. Par exemple, la lutte biologique. Vous avez une maladie donnée, eh bien, vous introduisez le prédateur de cet insecte ou quelque chose qui mange ce champignon. Il y a avec des champignons des méthodes basées sur des trichoderma, par exemple, qui sont des champignons qui mangent les autres champignons. Vous en pulvérisez sur les feuilles, ça réduit l'incidence de maladies et ça retarde le moment où vous devrez utiliser un fongicide. Les haies, par exemple. Les haies réduisent de 80% le passage des maladies d'une parcelle sur l'autre. Ça tient au fait qu'il y a des oiseaux, des chauves-souris, et puis qu'il y a un obstacle physique. Les mélanges de cultures, le fait d'avoir des bandes alternées de cultures différentes, et surtout pas deux champs contigus avec la même culture, ça, figurez-vous que ça réduit de 40% la propagation des maladies. Et si, pour chaque culture que vous faites des mélanges de variétés qui ont les mêmes caractéristiques techniques pour l'agroalimentaire ou pour l'alimentation, et les mêmes dates de maturité, mais qui ont des profils de résistance différents, vous pouvez encore diminuer la propagation des maladies de 5 à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez fait tout ça, vous allez rajouter des rotations en plus interannuelles où vous n'allez pas faire revenir la même culture avant 5 ou 10 ans. Donc les parasites de cette culture, ils vont crever de faim, voilà ce qui va se passer. Eh bien, vous avez construit un univers dans lequel les pathogènes ont bien du mal à se propager. Et là, les années où quand même ils y arrivent, paf, un petit coup de pesticide. Mais comme en plus il n'y a pas de résistance qui s'est développée parce que vous utilisez moins vos pesticides, vous en mettez moins. Voilà un exemple. Mais il y a plein d'autres exemples où la biodiversité peut être un outil. Et quand vous utilisez la biodiversité comme un outil, alors non seulement vous faites des miracles, parce que vous faites plein de choses. Par exemple, vos haies, elles stockent quand même 100 tonnes de carbone par kilomètre. 100 tonnes de carbone par kilomètre, c'est bon pour le climat. Elles freinent l'érosion. Elles ont aussi un rôle d'entretien des pollinisateurs. Elles produisent du bois que vous êtes obligé de couper. Et si vous le fragmentez, ça vous fait un herbicide en faisant des paillages. Bon, sur certes des petites surfaces, mais c'est déjà ça de gagner. C'est haies que la politique publique a détruit pendant des années. Dont on arrache 25 000 km par an en France, alors que avec des aides, on en remet 3000. Et là, il y a justement une petite ironie du sort, c'est que les jeunes haies, les fameux 3000 km qu'on replante chaque année, tant qu'elles n'auront pas 30-40 ans, elles n'abriteront pas la biodiversité. Elles n'auront pas recruté la biodiversité qui fera toutes les fonctions que je dis. Donc, il y a des solutions, ce sont des belles au bois dormant. Et c'est pour ça que j'en veux à l'agenda pourri que certains nous obligent de commenter, parce que finalement, on retarde le moment de mettre ça en branle, qui est à la fois un espoir de santé, puisque là, la biodiversité est un outil, on ne l'abîme plus. C'est un espoir de santé, puis aussi l'espoir de gagner des créneaux concurrentiels dont notre agriculture a besoin. Un message que vous portez par ailleurs, Marc-André Sellos, c'est la nécessité de s'investir à l'échelle locale pour porter le développement, l'accroissement, la protection de cette biodiversité. Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections municipales, donc on est en plein dans le sujet, biodiversité municipale. C'est le moment d'agir, de faire pression sur les élus, les candidats pour porter justement ce sujet de la défense, de la promotion de la biodiversité. Mais tout à fait. Alors, pour une raison qui est que quand vous améliorez la biodiversité autour de vous, vous êtes propriétaire du résultat. Si vous émettez moins de CO2, ça ne dépend pas que de vous qu'il y ait moins de CO2 dans l'air. Si vous améliorez la biodiversité autour de vous, les fonctions que remplit cette biodiversité, elles vont être à vous et à vos enfants. Donc vous êtes propriétaire du résultat. C'est en ça que c'est un élément de souveraineté. C'est-à-dire qu'on va entretenir les outils qui produisent. Donc c'est une sorte de patrimoine national. Voilà. Et c'est vrai qu'au moment des municipales, c'est le moment de savoir si vous avez une équipe municipale qui, par exemple, pour l'approvisionnement des crèches, des écoles, se source en local et en biologique. Bon, si vous êtes en ville, est-ce que cette municipalité que vous allez élire, est-ce qu'elle utilise de la biodiversité en ville pour faire, par exemple, des toits qui servent d'isolant, des jardins qui produisent de la biomasse, de la biodiversité un peu partout pour faire écran sonore ou purification de l'air? Est-ce que, en particulier, vous avez des grands espaces où vous avez restauré de la diversité et des sols pour boire ces pluies extrêmes d'hiver et faire des réserves en eau qui pourront s'évaporer l'été par le biais de la végétation et faire des îlots de fraîcheur? Moi, je vous parle de trucs bien pratiques. Mais donc c'est l'heure de demander des comptes. Oui, ou c'est l'heure de bien voter. Ou d'être exigeant. C'est l'heure, en fait, de comprendre qu'au-delà des solutions technologiques et chimiques, qu'il ne faut pas éliminer, il y a dans le cocktail des solutions basées sur le vivant. Notre outillage, c'est un trépied chimique, technologique et biologique. Pour l'instant, notre trépied, il a 2 pieds. Asseyez-vous sur une chaise à 2 pieds et dites-moi si ça tient debout. Non. L'ambition, c'est que ça tienne mieux debout en cumulant les savoir-faire. Et je vais vous dire, les méthodes basées sur la biodiversité en ville, notamment, mais aussi en agriculture, c'est la belle au bois dormant. On ne l'a jamais exploré. Tout est permis.
tout est promis. Parce qu'on ne fait que commencer à envisager ce qu'elles peuvent nous offrir. On sait déjà qu'on pourrait vivre beaucoup mieux avec de la biodiversité, car l'humanité est cousue de biodiversité. Merci beaucoup Marc-André Sellos, c'était un vrai plaisir et de vous recevoir et de vous écouter. Je rappelle que vous êtes mycologue, botaniste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et vous signez donc cet ouvrage Cours de la biodiversité comme un humanisme. C'est aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. Et un immense merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission: Inès Bouffartic-Sébastien, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation, une fan de Marc-André Sellos, Léa Racine.